pour commencer, on peut élucider celui de notre mission commune, donc Juan Luis Rodriguez et moi-même, c'est MDLPI. Ça veut dire maîtrise de la langue et prévention de l'illettrisme. Voilà, puisque à l'Éducation nationale, techniquement, nous intervenons en amont des situations d'illettrisme, hein, puisque comme le rappelait notre collègue Frédéric Miquel, la scolarité obligatoire s'arrête à 16 ans et puis on a un accompagnement des parcours jusqu'à 18 ans, mais on intervient en amont. Et d'ailleurs, longtemps, hein, l'Éducation nationale a été dans une situation, je dirais presque de déni par rapport à cette question de l'illettrisme. Ce n'est absolument plus le cas aujourd'hui, hein. Il y a une mobilisation à toutes les échelles pour prévenir cet illettrisme. Alors justement, on s'appuie beaucoup sur l'idée de couloir de l'illettrisme qui a été développé par Alain Bentolila. Et ce couloir de l'illettrisme, on sait qu'il traverse l'école. On sait que certains enfants arrivent à traverser l'école avec des compétences fragiles, tellement fragiles que à la sortie, elles ne vont pas pouvoir tenir longtemps. Et les chiffres qu'on a eus ce matin sont éloquents, puisque dans la région, donc Occitanie, nous avons 8% des 18-25 ans qui sont en situation d'illettrisme, hein, vraiment pas seulement en difficulté, mais en extrême difficulté pour gérer les situations du quotidien. Donc la première chose que nous faisons à l'Éducation nationale, c'est de la prévention. Alors il ne vous a pas échappé, hein, ça a été quand même assez présent dans la presse ces dernières années, qu'il y a une recentration sur les savoirs fondamentaux dans les programmes de la maternelle au lycée. Et puis, au-delà des savoirs fondamentaux, il y a aussi un accent qui est mis sur la maîtrise de la langue dans toutes les disciplines, c'est-à-dire le fait de travailler les compétences langagières, que l'on soit en mathématiques, en EPS, en physique-chimie, en histoire-géographie, etc., etc. Et ensuite, au lycée professionnel, et bien également à l'atelier. Voilà. Et on met également l'accent, bien sûr, sur la socialisation autour de la lecture, de l'écriture, de l'oral. Frédéric Miquel, qui aurait pu être là avec nous ce matin, porte aussi toutes sortes de projets autour de l'écrit, voilà, et de cette socialisation. L'autre volet, c'est le repérage. Et ça, on l'a vu en filigrane ce matin, repérer des élèves qui s'engagent dans ce couloir de l'illettrisme, eh bien, en réalité, c'est difficile. Les adultes ont des stratégies pour se débrouiller, les élèves aussi, les enfants aussi, et des stratégies aussi pour ne pas être identifiés, et notamment quand ils sont adolescents, parce que les adolescents sont quand même très sensibles à la honte, et que la honte est souvent associée à ces situations. Alors, nous avons des évaluations nationales maintenant qui sont à échéance très régulière dans le parcours des élèves. Ça nous permet quand même d'avoir un certain nombre de voyants rouges qui s'allument, mais toutefois, les stratégies d'évitement existent là aussi, et nous devons avoir des stratégies pour nous intéresser aux élèves qui ne sont pas là le jour de l'évaluation, qui, comme le disait Madame Rubio, n'ont pas leurs lunettes, ont le poignet dans le plâtre, ont un rendez-vous médical ou je ne sais quoi d'autre. Nous avons également les résultats des JDC, donc des journées défense citoyenneté, mais qui arrivent pour nous vraiment en bout de parcours. Et c'est vrai que là, on a du mal à être efficace quand on obtient ces données. Alors, accompagner les jeunes en difficulté, c'est aussi ce que l'on essaye de déployer, hein, donc prévenir, repérer, et puis, une fois qu'on a repéré, accompagner. Donc, au sein de l'école, on a un certain nombre de dispositifs que je ne vais pas détailler parce que peut-être que ça vous concerne moins. Enfin, et puis surtout, on va en reparler tout à l'heure pour ceux qui vous concernent. On a aussi, il faut le dire, un certain nombre d'angles morts. On l'évoquait ce matin. On a des quartiers politiques de la ville où on sait qu'on a besoin d'avoir une focale. On a un certain nombre de territoires ruraux, mais on a aussi des situations de très grande difficulté scolaire qui ne correspondent pas à un dispositif, à un quartier, à un territoire. Et là, il faut qu'on arrive à agir quand même.
On intervient également autour des situations de décrochage, et notamment au lycée professionnel, parce que c'est quelque chose qui est très présent. Alors, je vous ai mis sur la diapo un exemple qui est le dispositif accompagnement vers l'emploi en lycée professionnel, qui s'adresse à des jeunes qui sont en passe de quitter l'école. Et donc, ça permet de créer des partenariats au niveau local pour construire un projet. Et de maintenir aussi les droits du lycéen pendant 4 mois après son départ du lycée. Donc ça, ce sont les parents d'élèves qui doivent saisir directement le lycée, mais éventuellement, vous pouvez être des partenaires aussi du projet, qui est un projet d'insertion au sens large, pas forcément uniquement l'insertion en emploi. Voilà. Donc pour ce qui est de la construction des partenariats, donc auxquels l'Éducation nationale est extrêmement attentive, je vous propose une présentation en 2 temps. Un maillage territorial, c'est peut-être ce qui est le plus accessible, et ensuite les services académiques qui ont une action en lien avec la prévention de l'illettrisme. Alors du point de vue territorial, il me semble que le correspondant le plus naturel pour un bibliothécaire, c'est le professeur documentaliste. Dans chaque établissement du second degré, il y a un professeur documentaliste qui s'occupe du CDI. C'est d'ailleurs souvent lui qui est également le référent culturel en lien avec la DAC, donc il faut retrouver le cycle, la délégation académique aux arts et à la culture. Donc c'est lui qui va organiser les sorties et les échanges culturels dans l'établissement. Donc là, a priori, c'est quelqu'un avec qui les bibliothèques territoriales peuvent travailler, donc ce professeur documentaliste. La coutume en général est d'aviser et de mettre au moins en copie le chef d'établissement, que ce soit en collège ou en lycée. Il n'y a pas ce dispositif de professeur bibliothécaire dans le premier degré. En revanche, pour avoir une action plus large qui inclut premier degré et second degré, l'Académie de Montpellier est organisée en RPT, à savoir des réseaux pédagogiques territoriaux. Oui, c'est assez curieux d'évoquer ces termes usuels devant un public qui n'est pas au fait. On a l'impression de changer d'univers. Donc, réseaux pédagogiques territoriaux. Donc là, l'idée, c'est de suivre le parcours de l'élève. Le réseau, il est construit en fonction du parcours de l'élève et il permet aux différents acteurs de travailler de maternelle, école primaire en général, collège, lycée. Donc il y a tout un travail qui se fait en RPT avec l'idée de proposer une feuille de route et d'activer les partenariats. Donc là aussi, il est possible d'imaginer des partenariats qui incluent l'ensemble des écoles. La logique du RPT, c'est un peu la logique de la grappe. L'ensemble des écoles qui sont rattachées à un collège et l'ensemble des collèges qui sont rattachés à un ou plusieurs lycées. Donc là, il y a une possibilité d'intervenir dans des partenariats au niveau des plans ou des feuilles de route de chaque réseau. Et enfin, troisième élément, donc là, c'est un élément qui relève moins directement de l'éducation nationale. Ce sont les cités éducatives qui sont nettement un dispositif interministériel et où l'entrée peut-être là se fera peut-être plus aisément par les collectivités territoriales. On peut en dire quelques mots. Donc, effectivement, ça concerne les quartiers prioritaires politiques de la ville, qui, comme on l'a vu ce matin, sont particulièrement touchés. L'idée, c'est vraiment de faire une alliance des acteurs de l'éducation. Et les acteurs de l'éducation, bien, ce sont en tout premier lieu, comme on l'a dit ce matin, les parents, mais aussi les services de l'État, les collectivités, les associations, les habitants, etc. Voilà. Et donc, les 3 piliers de ce dispositif interministériel, c'est d'abord conforter le rôle de l'école, ensuite promouvoir la continuité éducative dans l'école, de l'école vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'école. Et c'est là où vraiment vous êtes des partenaires extrêmement précieux. Et puis ouvrir le champ des possibles, puisqu'on sait combien parfois certaines assignations ferment ce champ des possibles. On l'a évoqué ce matin pour certaines situations, mais il y en a d'autres. Alors il y a 10 cités éducatives dans l'Académie de Montpellier. Il y en a une dans l'Aude autour de Lézignan-Corbière. Vous en avez 2 dans le Gard, à Nîmes et à Alès. Dans l'Hérault, il y en a à Montpellier, à Béziers, à Sète, à Lunel,
à Lodève et à Bédarieux, hein, donc il y en a pas mal. Et puis on en a une dans les Pyrénées-Orientales à Perpignan. Voilà. Alors, pour ce qui est des dispositifs académiques, alors pour être un peu caricatural, ce sont les dispositifs qui ont le siège soit au rectorat, soit à l'EAFC, donc le bâtiment qui se trouve derrière le parking du lycée Joffre à Montpellier. Alors, le premier dispositif qui relève d'une priorité de politique publique nationale, c'est le réseau de l'enseignement prioritaire, donc REP et REP+. Donc ce réseau, il est coordonné. Donc je vous ai mis en lien l'adresse du site qui vous permettra de retrouver les pilotes. En tout cas, l'inspectrice qui pilote ce dispositif, c'est notre collègue, donc Laurence Santander. Donc là, il s'agit vraiment de proposer des aménagements pédagogiques adaptés à ces zones d'enseignement qui ont été repérées du fait de leurs difficultés sociales. En gros, on accorde des moyens supplémentaires, soit en allègement d'effectifs dans les classes, soit un accompagnement pédagogique. Donc là, il s'agit de réseaux en lien avec la difficulté scolaire qui, malheureusement, est souvent corrélée avec la difficulté sociale. Ensuite, la mission que nous animons, Émilie et moi-même, donc la mission maîtrise de la langue et prévention de l'illettrisme. Donc c'est une mission qui comporte plusieurs champs, mais une des préconisations majeures, un des axes que nous devons explorer, qui fait partie de notre feuille de route, c'est vraiment développer les partenariats, venir en appui chaque fois que cela est possible pour accompagner, développer les partenariats, faire circuler l'information. Donc nous intervenons essentiellement au niveau collège-lycée, mais nous sommes en lien autant que possible avec le premier degré. Alors, le CAVNAV que notre collègue Frédéric Miquel vous a déjà présenté, le CASNAV, donc en lien avec la mission Gitane, donc qui s'occupe plus spécifiquement des élèves allophones. Là aussi, vous pouvez les contacter directement pour des actions spécifiques en lien avec ce type de public. Ensuite, un dispositif qui n'enlève pas vraiment de la prévention de l'illettrisme, mais de la difficulté scolaire en général. Donc, c'est la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Et je me rends compte que j'ai oublié de préciser qu'il existe aussi des pôles relais. La mission de lutte contre le décrochage scolaire s'intéresse plutôt aux élèves décrocheurs qui relèveraient du lycée, alors que le pôle relais accompagne plutôt les pôles relais, accompagnent plutôt les élèves qui relèveraient du collège. Donc là, on n'est pas directement en lien avec l'illettrisme, mais plutôt avec la difficulté scolaire au sens large. Et enfin, le cercle d'études académiques, réussite scolaire et grande pauvreté, qui est un lieu de partage, un lieu d'information, un lieu d'activation d'éléments de la recherche auquel vous pouvez participer et que vous pouvez solliciter. Mais là, je dirais que c'est plutôt un organisme de régulation ou de contrôle de tout ce qui se fait dans la prise en charge de la difficulté scolaire et de la grande pauvreté. Je tiens à préciser que là, on a l'impression qu'on archipélise un peu les problèmes, mais en réalité, nous agissons tous conjointement au sein d'un pôle académique qui s'appelle le pôle égalité des chances, et nous avons une feuille de route commune et un pilotage commun. Donc tout ça est quand même très cohérent. Et donc là, une diapositive pour vous présenter en fait dans le dispositif EduPrio, donc ce qui renvoie au réseau REP et réseau REP+, pour vous montrer un petit peu j'ai presque envie de dire la philosophie de ce type d'accompagnement. Donc on voit bien en haut à droite qu'on a une mission académique éducation prioritaire, donc avec des chargés de mission, des formateurs académiques dédiés, ça fait partie des moyens, et des référents académiques. Donc ces réseaux s'articulent autour d'un collège, et le collège est associé dans le dispositif d'éducation prioritaire à un ensemble d'écoles. Donc tous les collèges sont associés à un réseau d'écoles en éducation prioritaire, sauf le collège. Il y a un seul collège qui n'a pas de réseau d'écoles, c'est le collège Capuchinet à Nîmes, je crois, voilà, qui pour des raisons historiques et de constitution des réseaux, est un collège sans réseau. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que vous avez des coordonnateurs de ce réseau d'éducation prioritaire qui établissent des feuilles de route,
des axes d'action, et parmi ces axes d'action, alors c'est un petit peu discret, ça paraît un petit peu périphérique, mais c'est peut-être là qu'on peut trouver les actions en lien avec les bibliothèques, le développement des partenariats. Voilà, le développement des partenariats, avec une difficulté pour l'éducation nationale, c'est que nous sommes très désireux de développer des partenariats, d'aller vers les bibliothèques, mais nous sommes un peu aveugles sur ce qui se fait quand ce sont les bibliothèques qui proposent des partenariats. On sait que des choses se font sur le terrain. On peut observer à l'occasion, en tant qu'inspecteur de nos déplacements, des actions qui sont menées, mais finalement, on est un petit peu aveugle sur les remontées, sur la synthèse ou sur le partage finalement d'expériences. Donc, pour vous montrer un petit peu la complexité du dispositif. Bonjour, je suis Emmanuel Callan, je suis coordinateur de l'action culturelle à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, quartier Mausson-Paillade. On travaille en partenariat avec des collèges, des écoles régulièrement, notamment le collège des Escoliers. Les prises de contact se font de manière souvent très informelle. Les envois de mails sur les fameuses adresses AC- ne donnent pas entièrement satisfaction. Alors, on ne sait pas si ça n'est pas lu, si ça n'est pas bien distribué, si ça n'est pas bien reventilé après principal et corps professoral. Mais j'avoue qu'en vérité, pour avoir des réponses à nos questions, on est obligé d'être tapé à la porte directement et souvent via le documentaliste, en effet, puisque c'est lui qui chapeaute et qui connaît, entre guillemets, les équipes professorales qui traversent un peu son CDI et qui sait quel prof serait à même de mener telle action. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire. En tout cas, pour moi, ce qui explique peut-être que vous n'avez pas de retour derrière, en fait. C'est assez flou et vague, en fait, sur le fonctionnement pour avoir des contacts fiables qui répondent. Effectivement, la stratégie est de passer par le professeur documentaliste et peut-être de nouer des habitudes de travail avec des équipes pédagogiques, oui. Notre difficulté est d'articuler vraiment les directives au niveau national et académique et ce qui se passe réellement sur le terrain, précisément. Nous parlons parfois de travail dans la dentelle. Voilà. On a de notre place du rectorat, ce qui se passe finement au Collège des Escoliers. Alors, on peut s'y intéresser, on peut être interpellé, on peut y aller, mais ça relève vraiment du travail dans la dentelle et il faut être en tout cas pour l'inspecteur, très fortement sollicité pour accompagner une équipe. Mais on peut le faire aussi, hein, en passant par le professeur documentaliste, le chef d'établissement, les équipes concernées. Voilà, ça peut fonctionner comme ça. Je crois que dans les liens que vous avez mis, il y a des listes de mails aussi donc pour retrouver le bon mail du bon contact, ce sera facilité grâce à ça. Une question toute simple, j'en profite, je rebondis ce qu'a dit mon collègue. Est-ce qu'on peut demander au chef d'établissement les adresses ac-montpellier.fr des enseignants d'un collège par discipline pour entrer en contact directement avec eux, pour leur proposer des idées, des choses et des expos, ou c'est quelque chose qui est une problématique pour vous? En principe, votre interlocuteur, c'est le référent culture qui est souvent le professeur documentaliste. Donc, si vous demandez un contact au chef d'établissement, il va vous donner le contact du référent culture qui, lui, est censé faire suivre. Alors, ça rajoute un intermédiaire, ce qui peut rajouter de la complexité. Je ne pense pas que le chef d'établissement puisse directement vous donner une liste à jour, enfin le mailing de son équipe, d'abord parce que c'est évolutif, et puis c'est même, de nos jours, c'est évolutif à l'échelle d'une année scolaire ou d'un trimestre. Hein. Vous êtes au courant des difficultés qu'on a pour remplacer les enseignants, etc. Mais par contre, votre entrée dans les établissements, c'est vraiment le référent culture. Donc, vous avez besoin chaque année scolaire de savoir qui est le référent culture de l'établissement et d'avoir son mail direct. Ça, c'est tout à fait possible. Et ensuite, c'est le référent culture qui va vous donner accès aux équipes. Dans la réalité des choses, et c'est ce qu'on décrivait tout à l'heure, quand vous avez l'habitude de travailler ensuite avec une équipe, vous avez les contacts direct, et c'est cette réalité-là finalement qui est la plus fonctionnelle. Ouais. Un élément aussi à prendre en compte, c'est que certains établissements ont des modes de communication interne par des systèmes de papillons pronotes, pour des établissements privés parfois par des adresses mail spécifiques. Donc parfois il faut être attentif parce que l'adresse mail n'est pas un moyen, alors qui est public, hein, c'est une adresse professionnelle, mais c'est parfois un moyen qui est peu employé par les équipes en interne ou dans leur quotidien de travail.
il y a peut-être cette difficulté-là aussi.